Bonjour à tous et bienvenue dans cette 51e vidéo de la série 100 jours avant la prépa. Alors si vous ne connaissez pas cette série de vidéos, vous pouvez regarder toutes les vidéos précédentes, il est encore le temps de s'y mettre. Et si vous avez déjà regardé toutes les vidéos jusqu'à celle-ci, déjà félicitations, parce que vous êtes arrivé à la moitié, c'est plutôt bon signe. Et aujourd'hui je vais continuer la théorie avec des notions importantes sur les fonctions et notamment sur la continuité. Alors avant de parler de continuité, il faut que je fasse un point sur les intervalles de R. Pourquoi faire ce point sur les intervalles de R? Donc les intervalles de R, ce sont simplement des sous-ensembles de R un petit peu particuliers, mais on va avoir besoin de ces sous-ensembles pour définir les notions relatives à la continuité. Donc ça, vous avez vu normalement en seconde qu'il existe 8 sortes d'intervalles, enfin disons, il y a deux grandes sortes, les bornés et les non bornés. Donc les bornés, ce sont les intervalles de la forme AB, et en fait avec toutes les variations selon si les crochets sont ouverts ou fermés. Donc vous avez A ouvert, B fermé, A fermé, B ouvert, et A ouvert, B ouvert, par exemple. Les intervalles non bornés, ce sont ceux qui vont inclure l'infini. Vous allez avoir moins l'infini A, avec de la même manière les deux variations selon si le crochet du A est ouvert ou fermé, et ensuite A plus l'infini, et A ouvert plus l'infini. Alors, il y a un autre intervalle qu'on oublie assez souvent, mais en fait c'est R tout entier, parce que R, on pourrait voir ça comme l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Alors, il y a encore un autre intervalle qu'on oublie, c'est l'ensemble vide. Mais enfin bon, l'ensemble vide, par exemple, en soi, l'ensemble vide, on pourrait l'écrire ça comme ça. L'intervalle 1-1 avec les deux qui sont ouverts. Bon, on ne fait pas de raisonnement sur la continuité dans les ensembles vides, donc je mets un peu ça de côté, mais retenez en tout cas, ce sont les intervalles. Alors, en fait, ça, on vous a expliqué au lycée, les intervalles de R, c'est ça. Sauf qu'en réalité, un intervalle, c'est, disons, ça fait appel à une notion un peu plus générale de mathématiques, mais un intervalle, en fait, c'est un ensemble qui va vérifier cette propriété-là. Si I est un intervalle, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez deux points dans l'intervalle, eh bien, tous les nombres qui sont entre les deux points vont être dedans. Donc ça veut dire que, quel que soit le x et y que je choisis dans mon intervalle, donc en fait, vous pouvez très bien imaginer, je vais faire une droite par exemple. En fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'un ensemble de nombres est un intervalle? Eh bien, un ensemble de nombres est un intervalle si vous prenez x et y n'importe où, donc mettons, je vais prendre l'intervalle AB par exemple, l'intervalle AB. A ouvert, A ouvert fermé, B ouvert fermé, peu importe. C'est quel que soit le x et le y que je vais prendre, en fait, il faut que tous les nombres entre x et y soient compris dans mon intervalle. Donc en fait, il faut que je dise que quel que soit le nombre, entre x et y, il est dans l'intervalle AB, donc en fait, tout simplement, je peux dire que l'intervalle xy doit être inclus dans mon intervalle i, tout simplement. Et ça, vous remarquez que cette caractérisation, si vous prenez chacun des 9 intervalles que je vous ai proposés, ceux qui sont écrits en vert en haut de la diapositive, eh bien, vous verrez qu'à chaque fois, cette propriété est vérifiée. Si vous prenez deux nombres dans cet intervalle, eh bien, l'intervalle fermé qui est entre ces deux nombres sera bien dans l'intervalle. Alors ça, c'est une inclusion, on peut aussi la vérifier, enfin disons, on peut l'écrire de façon équivalente. Pour tout t appartenant à l'intervalle xy, t appartient à i, évidemment. Et en fait, nous, ce qui va nous intéresser particulièrement dans tous les raisonnements sur la continuité et la dérivation, parfois on a besoin d'avoir une condition que l'intervalle est ouvert. Parce qu'en fait, réfléchissez bien, la continuité et la dérivation, on regarde toujours ce qui se passe quand on se rapproche d'un point. Et donc en fait, souvent, voilà, souvent on a besoin il y a certains théorèmes qui vont être vrais avec des intervalles ouverts. Donc après, si vous avez des intervalles fermés, bah, vous pouvez toujours vous débrouiller pour prendre à l'intérieur un intervalle ouvert. Par contre, si c'est à la limite, bah, évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez. Donc ce qu'on appelle les intervalles ouverts, ce sont les intervalles, là pour le coup, il n'y en a pas, c'est pas tous les types d'intervalles. C'est A ouvert, B ouvert. Il y a A plus l'infini, moins l'infini A, et R. En fait, intervalle ouvert, c'est ceux qui ont tous les crochets ouverts. S'il y a un seul crochet qui est ouvert, on n'a pas un intervalle ouvert. Alors ensuite, on va donner les définitions, donc ça vous les connaissez, vous les avez vu au lycée, je vais passer un peu rapidement dessus, les définitions de continuité en un point et continuité sur un intervalle. Donc on travaille sur un intervalle. On considère une fonction qui est définie de i, donc quand je note i, c'est une notation pour dire que c'est un intervalle. Alors bien sûr, c'est pas une notation universelle, il faut le préciser, mais voilà, en tout cas, ici, dans ces cours-là et ceux qui suivent continuité dérivation, quand je dirais i, c'est un intervalle. On prend un point a qui est dans l'intervalle.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire que f est continu en A? Ça veut tout simplement dire que f de x, la limite quand x tend vers A de f de x, c'est f de A. Et ça, on peut l'écrire avec les quantificateurs. Parce que je rappelle, la limite, alors là c'est une limite finie, hein, c'est pas une limite infinie, f de A c'est un nombre réel qui est fini, parce que f est dans le domaine, enfin A pardon, est dans le domaine de f, donc c'est-à-dire que f de A existe. Donc en l'occurrence, si f de x tend vers f de A, c'est-à-dire que quel que soit le epsilon plus grand que 0, il existe un état plus grand que 0, tel que pour tout x appartenant au domaine, donc en l'occurrence ici c'est i, pour tout x appartenant à i, valeur absolue de x moins a plus petit que eta implique valeur absolue de f de x, qui va tendre vers quoi cette fois-ci? Pas vers L, mais vers f de a. Ça implique que valeur absolue de f de x moins f de a soit plus petit qu'epsilon. Plus petit ou égal, strictement plus petit. Alors, si, petite parenthèse, si vous voyez des définitions des limites dans lesquelles les strictement inférieurs ou strictement supérieurs sont remplacés par des supérieurs égales et inférieurs égales, dites-vous que c'est strictement équivalent. Parce que si vous pouvez être plus petit strictement que n'importe quel epsilon, vous pouvez être plus petit ou égal, et inversement. Si vous pouvez être plus en dessous, même égal de n'importe quel nombre réel, vous pouvez être en dessous strictement de n'importe quel nombre réel, il suffit d'en prendre un plus petit. Donc voilà pour la continuité en un point. Et la continuité sur un intervalle, tout simplement, c'est quel que soit le a, quel que soit le nombre a qui est dans votre intervalle, il faut que f soit continu en a. Donc en fait, assez intuitivement, et imaginez toujours ça en tête, une fonction qui est continue, c'est une fonction, simplement vous pouvez la tracer sans faire de saut. Donc je vais faire de façon très approximative la fonction carré. Donc la fonction carré, ça fait quelque chose comme ça. Vous voyez bien qu'elle est continue, j'ai pas besoin de lever mon stylo. Maintenant, si je prends la fonction qui nous donne le signe de x, bah, le signe de x, il vaut 1 quand on est strictement plus grand que 0. Alors d'ailleurs, voilà, cette parenthèse ouverte, ça veut dire que là, j'ai pas donné de valeur à f de 0. Le signe quand x est strictement négatif, c'est moins 1, et le signe de 0, c'est 0. Donc, dans une représentation de fonction qui n'est pas continue, en fait, quand vous voyez un point, ça indique la valeur que prend la fonction, à l'abscisse donnée, et si vous voyez une parenthèse ouverte dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire qu'en gros, la courbe s'arrête ici. Donc par exemple, vous pourrez voir, je vous mets un exemple, une courbe qui fait comme ça, hop, il y a un point, ici ça reprend, on s'arrête là, on reprend ici, etc. Là, on s'arrête ici, puis on reprend là. Alors, vous pouvez très bien avoir des courbes, des courbes représentatives un peu bizarres comme ça, mais ayez toujours en tête qu'une fonction qui n'est pas continue, c'est une fonction qu'on peut dessiner, on est obligé de lever son crayon, entre guillemets, pour la dessiner. Alors, c'est pas une définition très rigoureuse, mais c'est une définition assez intuitive. Alors, il y a une notion qui va être quand même assez utile pour les démonstrations sur la continuité, et en fait, de manière générale, les démonstrations sur les limites, donc je vous en parle simplement maintenant, parce qu'on en aura besoin dans une démonstration après, c'est ce qu'on appelle la caractérisation séquentielle. En fait, la caractérisation séquentielle, alors vous prenez une fonction qui est définie sur un intervalle i qui va dans R. En fait, l'idée, c'est de se dire f de x tend vers la limite L, si et seulement si n'importe quelle suite qui tend vers L, si je fais f de cette suite, ça va tendre vers L. Enfin, pardon, n'importe quelle suite qui tend vers A. Donc regardez ce qui est à droite. Quelle que soit la suite que je prends, alors ici, i puissance n, c'est une notation pour dire les suites à valeur dans i. Je ne vous ai pas introduit cette notation, je le fais ici, suite à valeur dans i. Mais vous comprendrez bien cette notation quand on fera un chapitre un peu plus poussé sur les fonctions dans une vidéo qui arrivera très prochainement. Mais en tout cas, dites-vous que voilà, quand vous avez un ensemble puissance un autre, c'est les fonctions de l'ensemble qui est en haut dans l'ensemble qui est en bas. Donc en fait, une suite, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction de n dans i. Une suite à valeur dans i, c'est une fonction de n dans i. À chaque entier naturel, ça va associer un élément de i. Donc l'idée de la caractérisation séquentielle, c'est de dire, quelle que soit la suite que je prends, si cette suite tend vers A, alors f de cette suite tendra vers L. Alors, disons que... Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a une équivalence. On a une équivalence, donc autrement dit, si vous arrivez à montrer que quelle que soit la suite, si un tend vers A, alors f de un tend vers L, eh bien dans ces cas-là, vous avez montré que f de x tendait vers L, quand x tendait vers A, mais ce qui est intéressant dans l'équivalence, c'est que si vous avez, comment dire, le fait que f de x tende vers L, eh bien vous pouvez ensuite dire que, par exemple, si vous construisez une suite, ça c'est ce qui arrive assez souvent dans les raisonnements,
on peut construire une suite et ensuite on va utiliser cette caractérisation séquentielle pour montrer que f de notre suite tend vers la limite. Alors, c'est un peu plus facile à montrer de la gauche vers la droite. En fait, mais après, c'est pas forcément si compliqué que ça, hein, c'est une histoire de manipulation d'epsilon. Voilà, je vous fais pas la démonstration particulièrement, mais retenez que c'est pas forcément quelque chose d'excessivement compliqué. Par contre, ce qui est absolument fondamental, c'est ici, il faut que ce soit vrai pour toute suite, hein. Parce que si vous prenez juste une seule suite, vous dites n'importe quoi. Si vous prenez une seule suite et vous dites bah, f de un tend vers L, donc f de x tend vers L, non, ça marche certainement pas. J'en sais rien, parce que sinon vous pouvez très bien imaginer une fonction, je sais pas, imaginez si vous prenez, je vais mettre un exemple ici, si vous prenez la fonction cosinus. Si vous prenez la fonction cosinus et vous dites un, c'est égal à, je sais pas moi, un c'est égal à 2 fois pi fois n. On est d'accord que la suite un, quand n tend vers plus l'infini, étant évidemment vers plus l'infini. Sauf que f de un, bah, si vous faites cosinus des multiples de 2pi, ça fera toujours 1. Donc s'il y en a un qui commence à dire que cosinus de x tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est qu'il a mal appliqué la caractérisation séquentielle. C'est parce qu'en fait, là, on a une seule suite. On a une suite telle que f de un tend vers 1. Donc en l'occurrence, si vous voulez, f de un, là, à l'infini, tend vers 1. Mais ça ne veut pas dire que le cosinus en l'infini tend vers 1. Il faudrait montrer que ce soit vrai pour toutes les suites, et en l'occurrence, on n'arriverait pas à le montrer parce que le cosinus ne tend pas vers 1 en plus l'infini. Voilà, fin de la parenthèse. Cette caractérisation séquentielle de la limite, elle s'applique aussi à la continuité. En fait, on va tout simplement dire que si f est continu en A, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelle que soit la suite telle que un tende vers A en plus l'infini, eh bien on aura f de un qui va tendre vers f de A. Alors évidemment, il faut que ce soit vrai pour tout de suite. Et comment est-ce qu'on note ça pour tout de suite? Pour tout un appartenant à l'ensemble des suites à valeur dans i puissance n. Alors, faut faire attention justement. Encore des contre-exemples. Là, je peux vous trouver même un contre-exemple un peu plus complexe que celui que je vous ai donné précédemment. C'est, disons, là, on va essayer de montrer qu'une fonction n'est pas continue en zéro. Donc, en fait, la négation, si vous voulez, l'idée, c'est de se dire que la négation de f continue en A, c'est f n'est pas continu en A. Eh bien, f continue en A, la négation, ce serait il existe une suite. Bon, je vais pas réécrire tout, mais en gros, il existe une suite qui tend vers A, et f de un qui tend pas vers f de A. Donc vous voyez que la caractérisation séquentielle elle peut être assez intéressante pour montrer qu'une fonction n'est pas continue. Parce que là, si vous regardez la fonction sinus de 1 sur x, en gros, en fait, 1 sur x, il va être de plus en plus grand au fur et à mesure qu'on se rapproche de 0. Donc en fait, mettons, vous avez votre graphique ici. En fait, ce qui va se passer, un peu intuitivement, c'est vous avez votre fonction qui va arriver, sinus, et ensuite les oscillations vont se faire de plus en plus rapprochées, ici, et puis de moins en moins rapprochées, puis on reviendra sur quelque chose comme ça. Mais en fait, il n'y a aucune raison qu'au milieu, on ait une limite 0. Enfin, disons que f de 0 vaut 0, il n'y a aucune raison, ça va osciller trop vite, entre guillemets. Mais ça va être un peu compliqué de montrer que, en fait, on sort toujours, ce qui peut être plus simple, ça va être simplement d'expliciter une suite. Ici, il suffit que je me débrouille pour avoir une suite qui va pas tendre vers 0. Est-ce que je peux pas trouver une suite de points qui va se rapprocher de 0 mais qui tend pas vers 0? Bah regardez, je fais sinus de 1 sur x. Donc en fait, il suffit que je me débrouille pour que mon sinus fasse par exemple 1. Donc comme suite, je pourrais poser un égale à 1 sur quelque chose dont le sinus vaut 1. Le sinus de pi sur 2 vaut 1 par exemple. Et dans ces cas-là, il suffit que je rajoute des multiples de 2pi. On a bien un qui tend vers 0, pas de problème, parce que quand n tend vers l'infini, ça tend vers 0. Et f de un, qu'est-ce que ça fait? Bah, f de un, en fait, ça fait sinus de 1 sur ça, donc ça fait sinus de pi sur 2 plus 2npi, et sinus de pi sur 2 plus 2npi, ça fait 1. Sauf que f de un, ça vaut toujours 1, et ça tend pas vers f de 0. Ça tend vers 1, qui n'est pas f de 0. Donc la fonction n'est pas continue, en 0. Alors, premier résultat vraiment d'importance sur les fonctions continues, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc ici, il s'agit pas tellement de juste vous rappeler le théorème des valeurs intermédiaires, hein, vous le connaissez, mais cette fois-ci, on va le démontrer.
et on va le démontrer avec un argument, on va le démontrer avec un argument sur les suites. Donc ça va quand même être intéressant. Et l'argument visuellement est assez puissant. Alors l'idée, c'est du théorème des valeurs intermédiaires. Si vous avez une fonction qui est continue sur un intervalle fermé, AB, et vous avez un nombre qui est entre f de a et f de b, eh bien ce nombre va être atteint par la fonction. Donc autrement dit, là je vous ai mis une fonction, par exemple une représentation, euh, n'importe quel nombre entre f de a et f de b, alors dans ce cas-là, f de a est plus petit que f de b, mais évidemment, dans tous les autres cas, c'est possible, c'est-à-dire si les deux sont égaux, ou alors si f de a est plus grand que f de b, n'importe quel nombre entre f de a et f de b va être atteint à un moment donné par la fonction f. Alors, on va faire la preuve en considérant, comme dans l'exemple, c'est-à-dire qu'on a k qui est compris strictement entre f de a et f de b. Si k est égal à f de a ou k égale à f de b, en fait, la preuve est immédiate, c'est-à-dire il suffit de prendre c égale à a ou c égale à b. Et en fait, l'idée ici, c'est intéressant, c'est un raisonnement qu'on appelle par dichotomie. Le principe de la dichotomie, c'est que vous allez couper en deux votre intervalle jusqu'à ce que vous finissiez par converger par quelque chose qui vous intéresse. Regardez, ici, je vais couper mon intervalle en deux. Donc je coupe mon intervalle en deux, à peu près. Qu'est-ce que je remarque? Eh bien, la question qu'il faut que je me pose, c'est est-ce que la valeur que prend la fonction à la coupure, est-ce que je suis au-dessus ou en dessous de k? Si je suis au-dessus de k, dans ces cas-là, je considère l'intervalle qui est à gauche. Si je suis... Non, pardon, si je suis au-dessus de k, oui, comme c'est le cas ici, je considère l'intervalle qui est à gauche. Si je suis en dessous de k, je considère l'intervalle qui est à droite. Donc en fait, là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est cet intervalle-là. Et en fait, je vais répéter le processus dans cet intervalle-là. Et vous allez voir, comprendre la règle. Donc ça, c'est le premier intervalle. Alors, je vais mettre une autre couleur. Deuxième cas, c'est on fait une deuxième découpe. Si elle pouvait être droite, ça serait bien. On fait une deuxième découpe. Là, regardez, la valeur que prend la fonction au niveau de ma découpe, c'est en dessous de k. Donc cette fois-ci, je ne vais pas prendre l'intervalle de gauche, je vais prendre l'intervalle de droite. Donc mettons, ça c'est la deuxième itération. Troisième itération, je vais refaire une découpe en deux de mon intervalle. Et cette fois-ci, alors toujours la valeur que prend la fonction à ma coupure, entre guillemets, c'est plus petit. Donc je vais travailler dans cet intervalle-là. Et en fait, etc., etc. Et vous voyez bien que ce qui va se passer, c'est que je vais me rapprocher de plus en plus de ma valeur, finalement, la valeur que je recherche. Je peux faire encore une étape, c'est je vais ici couper cet intervalle en deux. Et en fait, la valeur que prend la fonction, cette fois-ci, je suis au-dessus, donc je considère l'intervalle qui est là, à gauche, etc., etc. Et vous voyez qu'en fait, à la fin, je restreins de plus en plus. Je restreins, je restreins, je restreins, je restreins, et en fait, en répétant ce processus à l'infini, on va être capable de trouver une valeur, on va être capable de trouver ce C tel que f de C égale à K. Alors, ce qui est très intéressant avec ce processus, pour l'instant, je rédige pas formellement la preuve, mais faut juste essayer de comprendre l'idée. Ce qui est très intéressant avec ce processus, c'est qu'on peut même l'appliquer, le programmer, l'implémenter informatiquement. C'est un algorithme très intéressant pour trouver des valeurs, pour trouver justement ce C. Parce que les mathématiques, le théorème des valeurs intermédiaires va nous dire qu'il existe. Mais là, en fait, on aurait une manière concrète de trouver une approximation. Alors, on ne trouvera jamais une valeur exacte en faisant ça. Enfin, peut-être dans certains cas particuliers, mais en tout cas, là, on peut trouver une très bonne approximation. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et l'outil qui va nous servir à prouver ça, ce sont les suites adjacentes. En fait, on va imaginer qu'on a une suite d'intervalles, on a une suite de valeurs, c'est-à-dire, je commence ici, la borne de gauche de mon intervalle, je vais l'appeler AN, et la borne de droite, je vais l'appeler BN, et je vais itérer de cette façon-là. Donc là, par exemple, ici, je commence, ici, j'ai A0 et B0. Quel était le premier intervalle qu'on choisissait quand on découpait? En fait, on prenait l'intervalle en vert. Alors l'intervalle en vert, en fait, il commence un peu plus... Voilà, il commence à A, pour être plus exact. Et donc, il commence à A. Voilà, comme ça. Donc le premier intervalle que j'avais choisi, c'était celui-là, c'était A1, et cette fois-ci, le B, il était là, B1. Ensuite, deuxième étape, deuxième itération, l'intervalle orange, cette fois-ci, le A s'est décalé, donc j'ai mon A2 qui est là, et mon B2 qui est là. Ensuite, troisième itération, je choisis l'intervalle en rouge, donc là j'ai A3, ici j'ai B3, etc., etc. À l'étape suivante, c'est le B qui s'est décalé, mais en fait, en répétant ce processus, vous voyez bien que j'ai une suite AN et une suite BN. Alors en fait, à chaque étape, j'en actualise qu'une seule des deux,
Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant avec ces deux suites. Et là, en fait, vous voyez bien, regardez ce qui se passe. On a deux suites, vous voyez bien qu'il y en a une qui monte. Les A, ils peuvent que monter. Et les B, ils peuvent que descendre. Donc on a une suite croissante, une suite décroissante, et on a le A qui est toujours plus grand que le B. Maintenant, il faudrait montrer que, si on arrive à montrer que leur limite, la limite an moins bn tend vers 0, enfin plutôt bn moins n en l'occurrence, enfin, disons si on fait le plus grand moins le plus petit, on aurait des suites adjacentes. Donc je vous mets un petit peu le schéma qui va permettre de définir formellement ces suites, là, c'est-à-dire la méthode que j'ai faite où à chaque fois on coupe en deux. Donc en fait, on va dire A0, A0 égale à A, B0 égale à B, et ensuite, soit on a, en gros, si ce qui va se passer, c'est que je regarde la valeur que prend ma fonction à la jonction. Et la valeur que prend ma fonction à la jonction, bah, c'est la moyenne entre A et B. Donc c'est AK plus BK sur 2. Donc si f de AK plus BK sur 2, et en fait, je vous avais dit, regardez, si on est au-dessus, par exemple, c'est ce que j'ai fait dans l'intervalle, quand j'ai choisi l'intervalle en vert ou l'intervalle en noir, c'est si on est au-dessus de K, et bien dans ces cas-là, si on est au-dessus de K, ce qu'on fait, c'est qu'on garde l'intervalle de gauche, donc on ne modifie pas le AK. Donc en fait, on va dire que AN plus 1, enfin en fait ce serait pas, non pardon, c'est pas K, je vais mettre un N, AN. Dans ces cas-là, AN plus 1 est égal à AN. Et Bn plus 1, qu'est-ce qu'il devient? Bah, Bn plus 1, il devient cette valeur du milieu. Donc Bn plus 1 devient AN plus Bn sur 2. Et dans le deuxième cas, si on a f de AN plus Bn qui est strictement plus petit que K, et bien dans ces cas-là, c'est le AN qui va être modifié. Donc là, ici, ça va être l'exemple en orange et en rouge. C'est si la valeur est plus petite que K, disons que si cette valeur-là est plus petite que K, et bien en fait là, on va garder l'intervalle de droite. Donc le A ne va pas être modifié. Si pardon, le A va être modifié, c'est le B qui ne va pas être modifié. Donc AN plus BN sur 2. Et par contre, Bn plus 1, lui, ne bouge pas. Enfin, le B ne bouge pas. Donc ça, c'est une manière de définir de façon assez claire la suite qu'on est en train d'utiliser. Et en fait, ce qu'on va constater, c'est... Alors, il y a un petit cas particulier quand même que je mets pas, c'est si c'est égal à K. Mais en fait, si c'est égal à K, c'est terminé, vous avez trouvé votre valeur. Donc en fait, là, on imagine qu'on n'a pas trouvé. Enfin, disons que s'il y a une étape, le f de AN plus Bn sur 2, on tombe exactement sur K, dans ces cas-là, c'est prouvé, on arrête. L'idée de la suite, c'est plutôt dans le cas où on n'arrive jamais à trouver sur une valeur exacte, ce qui sera le cas dans la plupart des fonctions. Et en fait, qu'est-ce qu'on a? On a f de... Alors, on a toujours AN. Alors, l'écart entre AN et BN, qui est... en fait, il est divisé par 2 à chaque fois. Donc, en fait, on peut voir que BN moins N, mettons, je vais prendre le côté positif. BN moins N, qu'est-ce que c'est? C'est B0 moins A0 sur 2 à la puissance N. Donc ça tend vers 0. Qu'est-ce qu'on a? En fait, on voit que par construction, avec cette construction, on a AN qui est croissante, et on a BN qui est décroissante. Donc là, on a des suites adjacentes. Et donc, comme on a des suites adjacentes, ça veut dire que ces suites convergent vers une même limite. Et donc, en l'occurrence, alors, on peut même montrer encore mieux par construction. Alors, je vais juste effacer ce que j'ai mis à gauche là, pour avoir un peu plus de place. Par construction, on voit bien que f de AN, il est toujours plus petit que K, qui est toujours plus petit que f de Bn. Et donc, en fait, par passage à la limite, mettons si on dit que nos suites adjacentes vont converger vers une limite petit c, et bien par passage à la limite, qu'est-ce qu'on aura? On aura f de c qui est inférieur ou égal à k, qui est inférieur ou égal à f de c. Et donc, en fait, ça veut dire que f de c est égal à k. Donc, suite adjacente, la limite existe, et en plus, f de c est égal à k. Alors attention, là, ce qui est très important, c'est que pour faire le passage à la limite, on a utilisé la continuité. Donc f continue. Si f n'était pas continu, j'aurais pas pu faire ce passage à la limite. En fait, ça aurait ruiné tout mon travail.
Donc voilà pour la démonstration du théorème des valeurs intermédiaires. Alors c'est un peu rapide, parce qu'évidemment il faut essayer de faire tenir ça dans une diapositive, mais vous avez quand même l'idée générale de la démonstration par dichotomie que vous retrouverez dans d'autres résultats mathématiques. Alors un autre théorème assez important et assez fondamental sur les fonctions continues, c'est ce qui s'appelle le théorème des bornes atteintes. Malheureusement, ce théorème, on n'a pas du tout les outils actuellement pour le démontrer. Pourtant, il est assez simple à comprendre, mais il est quand même assez difficile à démontrer. Alors, je vais l'énoncer, c'est si une fonction est continue, une fonction d'un intervalle fermé, qui part d'un intervalle fermé, si elle est continue, alors elle est bornée et elle atteint ses bornes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est bornée? Autrement dit, ça veut dire que votre fonction, si elle prend un intervalle borné en entrée, fermé et borné, eh bien, en sortie, elle vous donnera un intervalle borné et fermé, parce que les bornes seront atteintes. Donc, ça veut dire qu'en gros, tous les f de x que vous pourrez avoir, si vous avez une fonction continue, évidemment, et que vous partez d'un intervalle qui est à la fois fermé, donc fermé, c'est-à-dire crochet fermé, et borné, donc il n'y a pas d'histoire de plus l'infini, moins l'infini, eh bien, les f de x, en fait, ils seront aussi dans un intervalle fermé-borné, donc entre un minimum et un maximum. Et ça, c'est quand même assez important comme théorème, vous verrez, je l'utiliserai dans une démonstration un peu plus loin, dans une autre vidéo. Mais retenez que, voilà, si je parle du théorème des bornes atteintes, retenez que là au moins je vous l'ai énoncé. Malheureusement, on ne peut pas vraiment le prouver facilement. Alors un autre théorème, c'est le théorème du point fixe. C'est si vous avez une fonction toujours pareille qui part d'un intervalle AB fermé et qui va dans R, eh bien, si en gros les f de x sont toujours dans AB, il y a certaines fonctions comme ça, en gros, il y a un intervalle de départ, et en fait, les images, les f de x sont aussi toujours dans cet intervalle-là. Par exemple, je sais pas, imaginez, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple, si vous prenez la fonction carré sur 0,1. Si vous prenez la fonction carré sur 0,1, eh bien cette fonction-là, elle, concrètement, elle va toujours vous renvoyer un nombre qui est entre 0 et 1. Donc là, on est dans ce cas de figure. Eh bien, si on a ça, en gros, quand les x sont dans un intervalle, les f de x sont dans le même intervalle, eh bien, dans ces cas-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut dire qu'il existe un point fixe, c'est-à-dire il y a une valeur telle que c égale à f de c. Alors, en fait, ça va être une conséquence assez facile à comprendre du théorème des valeurs intermédiaires. En fait, il y a une petite astuce pour cette démonstration, c'est qu'on va définir la fonction g, donc définie sur le même intervalle que la fonction f, mais la fonction g qui à x va associer f de x moins x. Bon, cette fonction, elle est évidemment continue. Elle est évidemment continue parce que f est continue et que la fonction qui a x associé x est continue. Sauf que g, regardez, qu'est-ce que c'est? G de a. Ça fait f de a moins a. Mince. G de a, c'est f de a moins a. Mais ça, c'est positif. Pourquoi? C'est positif parce qu'on a dit que f de a, il appartient à l'intervalle AB. Donc ça veut dire que f de a, il est plus grand que a. Donc f de a moins a est positif. G de b, c'est égal à f de b moins b. Et avec le même raisonnement, ça va être négatif. Pourquoi? Parce que f de b, on a dit qu'il devait aussi être dans l'intervalle AB. Donc il est forcément plus petit que b. Et en fait, regardez, G2A est positif, G2A est négatif, donc le théorème des valeurs intermédiaires, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il existe un C appartenant à l'intervalle AB, tel que G de C est égal à 0. Non, pas G de 0, G de C est égal à 0. Mais si G de C est égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que F de C moins C est égal à 0, donc F de C égale à C. Bon, ça se comprend quand même assez bien, parce que regardez, il y a une explication assez visuelle, c'est, vous imaginez, bon, on va faire ça un peu grossièrement, mais là vous avez A et B, A, B, ici, bah, vous imaginez que vous avez aussi A et B ici, parce que votre fonction elle doit atterrir dans AB. Là vous avez la droite d'équation y égale x ici, et en gros ce que nous dit ce théorème, c'est que bah, pour donner des images à tous les points entre A et B, il y a bien un moment où on va devoir passer par cette diagonale.
c'est pas possible autrement. Parce que regardez, si je commence là, bah en fait, je suis déjà sur la diagonale. Bon, mettons, on va dire, bah je commence plus haut que la diagonale. Maintenant, la question, c'est comment je vais à l'autre bout. Je vais devoir la croiser, cette diagonale. J'ai beau essayer de... Bah non, je peux pas retourner en arrière, c'est une fonction. J'ai beau essayer de... Bah, à un moment donné, je devrais la croiser, cette diagonale. Et là, j'aurai mon point fixe, tel que f de x est égal à x. D'accord? Donc, ça se comprend quand même assez visuellement, alors je vous laisse le dessin. Et en gros, on est obligé de passer à un moment donné par cette diagonale si on veut aller donner une valeur à toutes les fonctions entre a et b. Alors évidemment, si la fonction est discontinue, on peut sauter par-dessus la diagonale, entre guillemets. Alors, quelques exercices pour vous exercer avec ces notions de continuité, donc des exercices un peu plus théoriques. Là, le but, c'est pas de montrer que des fonctions usuelles sont continues. Alors, vous avez une fonction de R plus dans R qui est continue. Donc, c'est-à-dire le domaine de la fonction, c'est R+, elle prend que des nombres positifs en entrée. Montrez que si f a une limite finie en plus l'infini, f est borné. Alors, la continuité n'est pas là pour rien, essayez de réfléchir. Deuxième exercice, montrer que tout polynôme de degré impair a une racine réelle. Et ensuite, si f et g sont deux fonctions qui sont continues sur R, montrer que leur maximum est continu. Enfin, la fonction, en gros, qui associe le maximum de f de x et de g de x. Donc ce sont des exercices un peu théoriques. Ils sont pas forcément évidents, parce que là, il va falloir un petit peu réfléchir à quelle est la propriété qu'il va falloir utiliser. Mais voilà, c'est quand même assez formateur. Vous gagnez de toute façon en aisance, en essayant de bien réfléchir à des exercices comme ça, donc prenez quand même le temps de chercher. Je vous souhaite bon courage pour ces exercices-là, qu'on corrigera dans la prochaine vidéo, et d'ici là, à bientôt.